Bien, passons à la politique intérieure. Monsieur Macron a comparé la situation de la France de 2018 avec celle des années 30. Souhaitez-vous commenter cette puissante analyse? Oui, alors j'ai pris connaissance de cette déclaration avec quand même beaucoup de perplexité d'abord et d'indignation ensuite lorsque j'ai découvert ce que Macron avait dit. Donc j'ai sous les yeux exactement ce qu'il a dit. On va relire ensemble cette déclaration qu'il a faite, qui est la suivante. Il a dit: Je suis frappé par la ressemblance entre le moment que nous vivons et celui de l'entre-deux-guerres. Dans une Europe qui est divisée par les peurs, le repli nationaliste, les conséquences de la crise économique, on voit presque méthodiquement se réarticuler. Ça veut rien dire. Pourquoi se réarticuler? C'est un de ces mots qu'affectionne M. Macron et qui ne veulent rien dire. Pourquoi pas on voit apparaître tout ce qui a rythmé la vie de l'Europe de l'après-Première Guerre mondiale à la crise de 1929. Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est pas tout, mais là je m'interromps déjà sur ce premier morceau de commentaire. Dans une Europe qui est divisée par les peurs, le repli nationaliste. C'est quoi le repli nationaliste? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, le repli nationaliste? Moi, ce qui me fait peur, c'est le nationalisme européen. Parce que s'il y a bien quelque chose de repli, ce sont des gens comme Macron qui prétendent que la France doit se replier sur un périmètre allant de l'Algarve portugaise ou de Séville jusqu'à la Laponie finlandaise. Ça, c'est le repli. Lorsque vous allez, comme j'ai été par exemple au Japon, ou lorsque vous allez en Amérique du Sud, vous vous dites: mais qu'est-ce que la France est en train de devenir? La France est en train de disparaître aux yeux des peuples du monde. La France est en train de se fondre dans une espèce de blougui-blouga auquel on ne comprend rien et de limiter l'essentiel de ses relations et de son avenir à un périmètre artificiel qui est celui de l'Europe. Le principe même de la construction européenne est un repli. La France, en sortant de l'Union européenne, renouera avec l'universel. D'ailleurs, le Royaume-Uni, qui est en train de préparer le Brexit, c'est exactement le contraire même du repli. Le Royaume-Uni est en train de nouer des relations internationales, de signer des traités de libre-échange avec de très nombreux pays du monde, notamment à commencer par les pays du Commonwealth. Madame Theresa May ou certains de ses ministres sont allés signer des traités de libre-échange ou de les préparer avec le Canada, le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Pakistan, l'Inde, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Chine, etc., etc. La famille royale britannique est mise à contribution pour faire des voyages dans le monde entier. Ces tout derniers jours, c'était le deuxième fils du prince de Galles, le duc d'York, qui était avec sa femme, avec Meghan, qui s'est rendu en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux Fidji, au royaume du Tonga, etc., pour développer la présence du Royaume-Uni sur l'ensemble de la planète. En d'autres termes, l'idée de repli nationaliste, c'est un mensonge. S'il y a une structure qui se replie de façon nationaliste, ce sont les européistes qui veulent faire de l'Europe une espèce de repli sur soi et de développer un nationalisme européen. J'ajoute que M. Macron parle des conséquences de la crise économique. Mais quelle crise économique, M. Macron? Quand il dit les conséquences, une Europe qui est divisée par les peurs, les conséquences de la crise économique. Quelle crise économique? Il se trouve que, en effet, l'Europe, la zone euro, est la zone de plus faible croissance planétaire depuis maintenant 18 ans. À part les pays en guerre, les pays de l'Afrique centrale ou du Sahel qui sont en guerre ou du Moyen-Orient, il n'y a pas de pays au monde qui ait une plus faible croissance que les pays de la zone euro. C'est-à-dire que c'est l'euro, monsieur Macron, qui crée la crise économique. Et que les populations n'en peuvent plus de s'appauvrir à cause de l'euro. Voilà, monsieur Macron, ce que vous nous proposez. Et M. Macron a poursuivi ensuite en disant qu'il ne voulait pas simplement regarder l'histoire,
Il veut rendre hommage et essayer de comprendre les leçons de cette histoire. Eh bien, très bien, monsieur Macron. Ben, comprenons. Comprenons donc ensemble les leçons de l'histoire. Hein. C'est quoi l'histoire de la Première Guerre mondiale? Parce que Macron se croit très intelligent, alors qu'en fait, il est d'une sottise, d'une bêtise inouïe, puisqu'il reprend à son compte tous les poncifs que l'on connaît. Il va nous expliquer que la construction européenne nous prémunit contre la guerre. C'est le contraire qui est vrai. J'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer, notamment dans ma conférence « L'Europe, c'est la guerre », et je voudrais y revenir. Pourquoi la Première Guerre mondiale a-t-elle éclaté, monsieur Macron, vous qui voulez connaître les leçons de l'histoire? La Première Guerre mondiale, elle a éclaté parce que il y avait plusieurs pays qui avaient décidé de nouer des alliances pour assurer la paix. La France avait reçu, du temps de Félix Faure, avait reçu le tsar de toutes les Russies, Nicolas II, avec l'impératrice Alexandra Féodorovna, en 1894 en France, à Cherbourg, Paris et Chalon-sur-Marne. Il y avait eu l'alliance franco-russe qui était née de cette rencontre. Pour assurer la paix, les deux puissances à chaque bout du continent se faisaient alliance pour maîtriser le danger de ce que l'on appelait à l'époque les empires centraux, c'est-à-dire l'empire des Habsbourg, l'Autriche-Hongrie, et l'empire wilhelminien, ou l'empire créé par Bismarck, qui était l'Allemagne unifiée après 1871. En 1905, la France avait fait une alliance avec le Royaume-Uni, c'est ce qu'on appelait l'entente cordiale. Le chef de la diplomatie française s'appelait Théophile Delcassé. Et cette alliance avait pour vocation d'assurer la paix. Donc la France pensait être en paix parce qu'elle était alliée à l'Angleterre et à la Russie. Puis il se trouve que la Serbie avait une alliance avec la Russie qui remontait à loin. Il y a une proximité entre peuples slaves, entre la Serbie et la Russie. Et la France avait par ailleurs d'excellentes relations avec la Serbie. Et comment est apparue la Première Guerre mondiale? Je renvoie à ma conférence « L'Europe, c'est la guerre ». La Première Guerre mondiale, elle a découlé de toute une série de conséquences, notamment démographiques, mais également en matière industrielle, en matière d'appropriation des matières premières, notamment les matières premières au Moyen-Orient, la construction du Bagdad-Ban, le chemin de fer qui allait d'Allemagne jusqu'en Irak et qui avait vocation à exporter les premiers barils de pétrole n'a pas pesé pour rien dans le déclenchement de ce conflit planétaire. Mais la Première Guerre mondiale, elle a éclaté parce que l'archiduc d'Autriche, François Ferdinand, a été assassiné à Sarajevo. Ça, c'est le fait déclencheur. En juillet 1914, il était à Sarajevo, c'était en Bosnie. Mais il a été assassiné par une organisation terroriste secrète, la Main Noire, qui était une organisation terroriste des Serbes de Bosnie. Donc il a été assassiné. Tous les regards se sont tournés vers la Serbie. L'Autriche-Hongrie a demandé à la Serbie des éclaircissements, a envoyé un ultimatum avec, je ne sais plus, 14 ou 15 points. La Serbie a accepté les 14 des 15 points, ou 13 des 14 points, je me rappelle. Il n'y a qu'un seul point qu'elle n'a pas accepté, c'était que des missions d'inspection d'Autriche-Hongrie viennent sur le sol de la Serbie. Et à ce moment-là, l'Autriche-Hongrie a commencé à déclarer la mobilisation générale. Et la Première Guerre mondiale, elle est née du jeu des alliances automatiques qui se sont déclenchées à ce moment-là. Puisque la Serbie étant alliée de la Russie, la Serbie étant agressée par l'Autriche, la Russie a déclaré la mobilisation pour venir à l'aide de la Serbie. Et comme la France était alliée justement à la Russie, était alliée au Royaume-Uni, comme par ailleurs l'Allemagne était alliée de l'Autriche-Hongrie, ce jeu des alliances automatiques a fait que d'un seul coup, eh bien, tous les pays se sont déclarés la guerre mutuellement parce que le jeu des alliances a fonctionné. Et aujourd'hui, malheureusement, je suis désolé, monsieur Macron, mais vous dites vraiment n'importe quoi. Aujourd'hui, les conditions sont réunies pour avoir à peu près la même déflagration planétaire, mais évidemment, comme le dit l'adage, l'histoire ne se répète jamais, mais elle bégaye tout le temps. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à notre époque,
Le conflit qui risque d'ensanglanter l'Europe, ça n'est plus un conflit entre la France et l'Allemagne. Parce que l'Allemagne est un pays extraordinairement vieillissant. Les plus de 60 ans représenteront en 2020, c'est-à-dire dans 2 ans, représenteront 40% de la population allemande. Les pays de l'Europe occidentale sont en voie de vieillissement accéléré. Les pays d'Europe occidentale, par ailleurs, ont tellement taillé dans leurs dépenses militaires à cause de problèmes budgétaires qu'elles ont des armées qui sont quasiment au bord du collapsus. C'est le cas de la France. Je rappelle qu'en Allemagne, ça n'est pas non plus extraordinaire. En Italie non plus. J'ajoute que s'ajoute à tout ça une pensée générale qui est une pensée pacifiste globale. Et donc, il est complètement déraisonnable de penser qu'il va y avoir un conflit armé entre la France et l'Allemagne. Monsieur Macron, c'est pas le nouveau monde qu'il représente, c'est le monde de grand-papa. En revanche, il y a des risques de guerre. Tous les polémologues, c'est-à-dire les spécialistes de la guerre le savent, les risques de guerre apparaissent très généralement lorsque vous avez des pays pauvres en fort accroissement démographique et des pays riches qui sont en déclin démographique. L'Allemagne des années 1900 était en fort accroissement démographique. C'était un pays conquérant. La France était un pays qui était un peu en déclin démographique. À notre époque, les risques de guerre ne sont pas entre la France et l'Allemagne, de guerre classique j'entends. Ils sont entre la France, l'Allemagne, l'Italie, etc., et les pays en fort accroissement démographique et pauvres. C'est lesquels ? Ce sont lesquels ? Eh bien, ce sont les pays du Sud, c'est-à-dire les pays du Maghreb, les pays du Moyen-Orient, éventuellement la Russie. Donc, si l'on veut préserver la paix, monsieur Macron, il faut faire le contraire exact de ce que vous faites. Si l'on veut préserver la paix, il ne faut pas chasser le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Syrie en dehors de l'Union européenne. Il faut nouer des partenariats économiques pour favoriser les échanges commerciaux, favoriser le développement économique de tous ces pays, pour qu'ils accélèrent leur transition démographique, qu'ils fassent baisser leur démographie et qu'ils maintiennent leur population sur place, là où il y aura du travail. Les migrations contemporaines, notamment qui viennent en Europe et qui déstabilisent les populations d'Europe, viennent précisément de ce différentiel qu'il y a entre des pays de l'Ouest européen qui sont encore globalement riches et des pays du sud de la Méditerranée, le Maghreb, pour ne pas parler des pays du Sahel, qui eux sont beaucoup plus pauvres. Donc ce qu'il faut faire, monsieur Macron, ça n'est certainement pas la construction européenne, parce que ça nous entraîne exactement vers la guerre. Il faut comprendre que la situation d'aujourd'hui, c'est un peu la même qu'en 1914, sauf que les empires centraux que l'on craignait en 1914, qui étaient l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne prussienne, maintenant ce n'est plus eux que l'on craint, maintenant c'est le monde arabo-musulman, ou bien c'est la Russie. Et donc, si l'on veut développer la paix mondiale, si l'on ne veut pas voir se reproduire des horreurs, eh bien il faut avoir une politique d'amitié, de coopération, de développement économique, justement avec la Russie et avec le Moyen-Orient et le monde de l'Afrique, notamment du Maghreb et du Sahel. Or, la construction européenne fait exactement le contraire. Avec la construction européenne, les pays européens, dans la foulée des États-Unis, ont contribué à déstabiliser la Libye, à en fait détruire la Libye de Kadhafi, qui était un pays qui était stable, qui était l'un des pays les plus riches d'Afrique, qui maintenait sa population. Maintenant, c'est le règne des seigneurs de la guerre. Et c'est le règne où les communautés sont persécutées. 70% de la population libyenne a fui. Si l'on veut la paix, il faut arrêter de vouloir dicter à la Syrie ou à l'Irak ce que l'on veut qu'elles deviennent. Il faut que ces pays, il faut que la Syrie ou l'Irak soient dirigés par des Syriens et des Irakiens. Il faut arrêter d'avoir une politique impérialiste visant en réalité à mettre la main sur leurs ressources en hydrocarbures.
Il faut avoir une politique de respect des indépendances nationales et de coopération internationale. Si l'on veut la paix, il faut également avoir une politique de paix vis-à-vis de la Russie. Or, actuellement, nous avons une politique systématiquement agressive à l'encontre de la Russie par la construction européenne. Monsieur Macron, vous en savez quelque chose, parce que la construction européenne est placée sous la tutelle de l'OTAN par l'article 42 du traité de l'Union européenne et est placée sous l'autorité, en réalité, des think tanks américains et de Washington. Je voudrais en prendre un exemple, d'ailleurs tiré de l'actualité. Je rappelle qu'au mois d'avril dernier, il y a eu un ancien agent double russe qui s'appelait Sergueï Skripal, qui s'appelle toujours Sergueï Skripal, il n'est pas mort, qui, avec sa fille, dans la ville au sud-ouest de l'Angleterre qui s'appelle Salisbury, qui est une ville où il y a beaucoup de services de l'armée, d'ailleurs, de l'armée britannique, dans les environs, et Sergueï Skripal et sa fille auraient été l'objet d'une attaque d'empoisonnement par un agent neurotoxique qui aurait été du Novichok. Et le Royaume-Uni nous a expliqué ensuite aux pays occidentaux que probablement la responsabilité de cette tentative d'empoisonnement incombait à la Russie, donc à Vladimir Poutine. Je signale que Sergueï Skripal et sa fille ne sont pas morts. Je signale d'ailleurs au passage cette chose extraordinaire, que bien que n'étant pas morts, ayant donc retrouvé une vie normale, on suppose, aucun journaliste d'aucun média au monde n'a jugé bon d'aller les interviewer. C'est quand même bizarre, compte tenu de la suite des événements qu'a eu cette affaire. Je signale qu'aucune preuve, absolument aucune preuve, n'a pu être apportée de l'engagement de la Russie dans toute cette affaire. Et on a montré deux Russes qui, paraît-il, auraient été en goguette au Royaume-Uni, mais c'est pas parce qu'on montre deux Russes sur une photo que ça vaut une preuve d'une culpabilité de quelque nature que ce soit. Je rappelle donc que, en dépit de l'absence totale de preuves, et en dépit du fait que Sergueï Skripal et sa fille ne sont pas morts en définitive, l'Occident, dans la foulée des États-Unis, a décidé des mesures de sanctions à l'encontre de la Russie, et notamment a décidé pour la France d'expulser 4 diplomates russes et de se mettre en froid avec cette puissance russe qui est quand même la première ou la deuxième puissance militaire du monde. Ça dépend sur quel créneau on la regarde. Notamment en matière de missiles antimissiles, les Russes ont, avec leurs missiles S-400 et S-600, sans doute 15 ans d'avance sur les Américains. C'est la deuxième puissance nucléaire au monde. Eh bien, ceci doit être comparé avec l'attitude qu'a eu la France, ou qu'ont les pays occidentaux, avec l'affaire Khashoggi, le Saoudien. Ce journaliste saoudien qui a été, on le sait, étranglé. Il s'est rendu au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul pour y retirer des papiers, pour son mariage avec sa petite amie qui était turque. Il est entré au consulat, il n'en est jamais ressorti. On sait de sources sûres qu'il a été étranglé, puis démembré, et que l'on aurait trouvé des morceaux de son corps dans le jardin, excusez du peu, du consul d'Arabie Saoudite à Istanbul. Le mieux de l'histoire, c'est que l'Arabie Saoudite elle-même, après avoir, dans un premier temps, nié les faits, les a reconnus, que le type a bien été assassiné au sein même du consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul, qu'il y a bien une équipe de tueurs qui sont venus de Riyad de 18 personnes. D'ailleurs, l'un d'entre eux, l'un des principaux responsables, est mort quelques jours après dans un accident de voiture très suspect, très bizarre à Riyad en Arabie Saoudite. Et puis, on sait que tous les regards convergent en définitive vers la responsabilité probable du prince Mohammed Ben Salman, qui est le prince héritier, le fils du roi d'Arabie actuel. Si l'on compare cette affaire à l'affaire Skripal, on est obligé de constater que là, il y a bien eu mort d'homme, à la différence de l'affaire Skripal, et que là, la responsabilité de l'État vers lequel tout le monde regarde est engagée, puisque l'État lui-même l'a reconnu. Pour l'instant, il n'a pas reconnu encore quel était le commanditaire final, et beaucoup de gens, à commencer, semble-t-il, par le président turc, estiment que c'est le prince héritier lui-même.
Mais même en mettant de côté le prince héritier, l'Arabie saoudite a reconnu la responsabilité des agents de sécurité de l'État saoudien. Si les mots ont un sens, si la France essaie de respecter le droit international, dans la mesure où la France a expulsé 4 diplomates russes sur une affaire où il n'y a pas eu de mort d'homme et où il n'y a eu aucune preuve que la Russie était la responsable, alors a fortiori, la France devrait expulser 20 diplomates saoudiens, devrait rappeler son ambassadeur à Riyad, devrait peut-être arrêter de vendre des armes à un régime qui est capable de pareilles horreurs. Mais pas du tout. En réalité, M. Macron a balayé d'un revers de main en disant que c'était de la démagogie, et on continue le business comme d'habitude. Alors pourquoi je vous raconte ça pour commenter le discours de M. Macron ? C'est pour dire en fait que la France a maintenant une diplomatie qui est totalement vassalisée à celle des États-Unis, que nous ne respectons pas le droit international public, que nous pratiquons systématiquement ce que les anglo-saxons appellent le double standard, le double standard, et qu'en France on appelle le deux poids deux mesures. Et cette politique de deux poids deux mesures, qui est une politique injuste, qui est une politique qui met en rage les populations qui en sont victimes, elle risque de nous entraîner vers la guerre, justement, contre le monde arabo-musulman, les ennemis de l'Arabie saoudite, par exemple, notamment la Syrie, ou contre la Russie. Voilà la responsabilité. Et puis enfin, M. Macron, dans cet entretien au point, a dit ceci. L'Europe est face à un risque, celui de se démembrer par la lèpre nationaliste et d'être bousculée par des puissances extérieures. Et donc de perdre sa souveraineté. Écoutez bien ça. C'est-à-dire d'avoir sa sécurité qui dépend des choix américains et de ces changements, d'avoir une Chine de plus en plus présente sur les infrastructures essentielles, une Russie qui parfois est tentée par la manipulation, des grands intérêts financiers des marchés qui dépassent parfois la place que les États peuvent prendre. Mais de qui M. Macron se moque-t-il ? De qui se moque-t-il ? La description qu'il fait, c'est la description actuelle de la situation. Quand il dit que l'Europe risque de se démembrer par la lèpre nationaliste, moi ce que je voudrais dire, on va y revenir tout à l'heure, c'est qu'actuellement M. Macron est en train de démembrer la France par la lèpre régionaliste de l'Europe des régions qui est imposée par Bruxelles. Le projet d'Alsace, sur lequel on reviendra tout à l'heure, contre l'avis précis des populations alsaciennes, consiste au début de démembrement de la France. Monsieur Macron, vous êtes, d'après la Constitution française, vous êtes le garant de l'unité nationale. Vous n'êtes pas le garant de l'utopie européiste qui est en train d'entraîner tout un continent à la ruine. Lorsque M. Macron dit que l'Europe va être bousculée par des puissances extérieures et de perdre sa souveraineté, mais de qui se moque-t-il ? C'est quoi, M. Macron, la souveraineté de l'Europe ? Qu'est-ce que ça veut dire ? La souveraineté de l'Europe, ça n'existe pas. L'Europe est incapable d'avoir des positions communes dans 99% des sujets parce que il y a 28 États, bientôt 27, parce que les Britanniques, heureusement pour eux, s'en vont, parce qu'il y a 27 États aux intérêts contradictoires. Où est, M. Macron, la souveraineté de l'Europe ? Lorsque vous dites que l'Europe risque d'avoir sa sécurité qui dépend des choix américains, mais de qui vous moquez-vous ? Quelle honte, M. Macron, de dire de pareils mensonges. Qui a vendu les turbines de GEC Alstom aux États-Unis, sinon François Hollande et vous-même lorsque vous étiez au secrétariat général de l'Élysée, puis ministre de l'économie et des finances. C'est vous qui avez vendu des éléments stratégiques de notre défense, en particulier des turbines qui sont utilisées dans les sous-marins nucléaires, aux Américains. Où est la souveraineté européenne lorsque la Belgique achète des avions F-35 américains contre l'offre française ? Où est la solidarité européenne lorsque les Polonais achètent également des avions américains contre l'offre française ? Monsieur Macron, vous vous moquez du monde. Il n'y a pas de souveraineté européenne et ce sont les États-Unis qui pilotent d'ores et déjà
par les choix américains de la plupart des pays d'Europe qui pilotent déjà notre souveraineté. D'ailleurs, Monsieur Macron, que dites-vous de l'article 42 du traité de l'Union européenne qui place la défense, la politique étrangère de sécurité et de défense sous la préséance de l'OTAN, c'est-à-dire en fait sous la préséance des États-Unis d'Amérique. Monsieur Macron, vous vous moquez du monde ou bien vous n'avez jamais lu les traités européens? Lorsque Monsieur Macron également nous dit que si l'Europe se démembre, nous aurons une Chine de plus en plus présente sur les infrastructures essentielles. Mais Monsieur Macron, vous vous moquez du monde là aussi. Moi, j'ai accompagné Jacques Chirac en 1996 en Chine, lorsque la France faisait des pieds et des mains pour vendre à la Chine le TGV, parce qu'à l'époque, il n'était encore français. Monsieur Macron, vous l'avez vendu aux Allemands. Le TGV français que la France voulait vendre aux Chinois en demandant à la Chine qu'elle préfère l'offre française à l'offre allemande de Siemens, le train ICE. Partout, nos industriels essayent de développer des relations de commerce. Et ils ont raison de le faire avec la Chine. Lorsque je suis allé en Chine avec Jacques Chirac en 1996, et depuis, ça n'a fait que se développer, nous avions visité l'usine de Peugeot Citroën à Wuhan, dans le centre de la Chine, PSA, qui a un partenaire chinois qui s'appelle Dongfeng, pendant que Fiat, italien, a racheté l'américain Chrysler et a son propre partenaire chinois, pendant que Volkswagen a un autre partenaire chinois. Il y a une intrication des intérêts capitalistiques planétaires et c'est un mensonge et c'est une honte, Monsieur Macron, que de faire croire que la Chine serait notre ennemi lorsque on voit le nombre d'industriels français qui viennent tirer la sonnette des ministères pour que l'on favorise des joint ventures, comme on dit, des co-entreprises avec des intérêts chinois, ce qui d'ailleurs est une bonne chose, puisque si l'on veut la paix du monde, nous devons développer justement des relations avec l'ensemble des pays du monde. Monsieur Macron, lorsque vous nous dites que la Russie parfois est tentée par la manipulation, mais de qui vous moquez-vous, Monsieur Macron? La manipulation de quoi? La manipulation, j'avais vu, il y avait dans le journal Le Monde au mois de février de 2017, il y avait Monsieur Ferrand qui avait annoncé que l'élection présidentielle française risquait d'être manipulée par la Russie. Mais de qui vous moquez-vous? Monsieur Macron, faut-il vous rappeler que vous avez eu droit à 28% du temps de parole selon les calculs du CSA, quand moi j'ai eu 1%? Qui a décidé que BFM TV, que CNews, que iTélé, que TF1, que tous les grands médias français feraient votre promotion éhontée par rapport à ma candidature ou à celle d'autres candidats? Ce sont les Russes qui sont derrière BFM TV, derrière CNews, derrière TF1. Ce sont les Russes, Monsieur Macron. Le plus extraordinaire, c'est lorsque, Monsieur Macron, vous nous dites qu'il faut faire l'Europe, sinon les marchés financiers, les grands intérêts financiers dépasseront la place des États. De qui vous moquez-vous? Aucune réglementation financière ne peut être prise au sein de l'Union européenne, justement parce qu'il faut l'unanimité et que justement il y aura toujours des États, ceux qui dépendent notamment le plus des marchés financiers, qui s'opposeront à toute réglementation, toute taxe Tobin, toute restriction aux échanges de mouvements de capitaux qui permettent l'évasion fiscale. Jamais Malte, jamais le Luxembourg, jamais les Pays-Bas, jamais un certain nombre de pays d'Europe de l'Est ou scandinaves accepteront d'avoir une réglementation des marchés financiers et des contrôles des mouvements de capitaux. Monsieur Macron, en réalité, vous êtes un sinistre personnage. Vous resterez dans l'histoire de France comme probablement le plus mauvais chef d'État français depuis Charles X, et encore Charles X n'était pas sans mérite. Tout ce que vous avez fait depuis que vous êtes arrivé à l'Élysée n'est que mensonge, perversité, manipulation des opinions publiques. Vous vous êtes fait élire avec des manipulations du type Pensez printemps, les amis. Vous êtes en train de vous attaquer aux petites retraites. Vous êtes en train de vous attaquer aux petites gens. Vous êtes en train de vouloir mettre la société française en coupe réglée sous la surveillance de tout le monde. Vous avez des petites colères. Vous êtes quelqu'un de tout à fait étriqué. Vous mentez effrontément quand vous essayez de comparer la situation actuelle aux années 30. Nous n'avons pas de leçons
de fausses histoires et de fake news à recevoir de votre part, monsieur Macron. Le problème qu'il y a aujourd'hui, ça n'est pas 1900, les années 30. Nous sommes au contraire dans les années 1845, 1847. C'est le réveil des nationalités contre les empires. En réalité, les peuples d'Europe ne supportent plus la prison des peuples qui est devenue la construction européenne, qui impose des politiques contre la volonté des peuples, qui bafoue et qui piétine constamment la démocratie, comme vous êtes en train de le faire en Alsace, malgré le référendum de 2013, comme vous l'avez fait, vous et vos sbires, là, avec les 55% de Français qui ont voté non à la Constitution européenne. Monsieur Macron, ne nous donnez pas des leçons de démocratie. À la BBC, au mois de février dernier, vous avez expliqué que s'il y avait un référendum en France sur le Frexit, probablement une majorité de Français voterait le Frexit. Eh bien, vous refusez de faire ce référendum, et non seulement vous refusez de le faire, mais vous accélérez cette politique dont vous savez pertinemment, puisque vous l'avez dit publiquement, qu'une majorité de Français est contre. Monsieur Macron, vous êtes un petit dictateur, vous serez balayé par l'histoire, et le plus tôt sera le mieux.